Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le cadre donc de Débat court, 3e saison. Je garde 3 invités pour l'instant, puisque Thierry de la Végégu nous a quittés, mais nous avons toujours d'abord Yann de Cacrès, chef d'établissement. Et oui, je suis encore là. Toujours vivant. Nous avons Sophie Tessière, voilà, qui est formatrice, parce que là, il y a vraiment un... vous allez donc fonder... un centre de formation. Absolument. Plus dirigé cette fois-ci, non pas universitaire, mais plutôt professionnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Et sur l'intégration audiovisuelle, plus précisément. Voilà. Très bien. Et puis, nous avons Tarek. Tarek, alors là, je pense que le sujet que nous allons aborder va vous tenir à cœur, parce que vous avez donc accompagné des jeunes prisonniers de tout âge, ce qui était très impressionnant. Tout âge et tout genre aussi. J'ai eu des femmes et des hommes. Et alors, c'est impressionnant parce que ça peut aller jusqu'à 12 ans, 11 ans, 12 ans. Oui. Ouais. Oui, il y a quand même... On parle de prison dans ces cas-là pour des enfants? De pénitencier pour mineurs. Oui. Il y a aussi des centres de réhabilitation sociale, et ce qu'on appelle les centres de seconde chance, et les centres de protection sociale. En fait, il y a plein de dispositifs avec des niveaux de privation de liberté plus ou moins importants. D'accord. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont complètement pénitenciers et il y a ceux avec une certaine liberté où ils ont les week-ends chez la famille ou en journée dans le centre et la nuit chez la famille. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont été condamnés et il y a ceux qui sont là comme une seconde chance pour que s'ils redressent un peu la barre, ils sont relâchés directement sans passer par la case prison. Il y a pas mal de dispositifs Tout jeune différents. citoyen a le droit à l'enseignement jusqu'à 16 ans, et donc la mobilisation et l'implication de l'éducation nationale, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Il doit y aller. Et donc, du coup, il va aller à l'école en prison, et après, il retourne à l'école après la prison. Ça se passe comment, l'atterrissage, vous savez? Ça dépend, mais partout dans la planète, on n'a pas trouvé la solution. C'est que des programmes pilotes. C'est ça. Dans lequel j'étais, c'est un programme... Alors, pour rappeler à nos téléspectateurs, programme pilote, c'est quoi exactement? Un programme pilote, c'est un programme où on tente d'établir une nouvelle forme, de faire les choses, une nouvelle procédure. On l'attente, on essaie des trucs et on voit si ça marche ou pas. On est dans l'expérimentation et l'adaptation par rapport à chaque profil. Oh oui, bien sûr, c'est pas une expérimentation anodine. Oui. C'est bien étudié. Moi, quand j'enseignais, j'étais encadré par des psychologues, par des sociologues, mais pas directement avec moi, mais eux, c'est plus sur l'échelle de tout le programme, par des pédagogues et par des personnes spécialisées dans pas mal d'aspects de la vie pénitentiaire. Et en fait, le but de ce programme, qui était un pilote dédié à l'exportation de partout dans le monde, c'était d'établir une procédure, un protocole d'enseignement dans les prisons et de trouver d'autres solutions complémentaires du programme existant. Parce que le programme existant, il inclut l'éducation classique et l'artisanat, ou les professions, genre bâtiments, menuiserie, tout ce qui est manuel. Mais nous aussi, c'était aussi de faire une partie, de les former, de les initier à des formes de création. Il y avait le cinéma, dont j'étais responsable, il y avait la musique. Oui, donc qu'on entende bien, vous êtes quand même vraiment dans le groupe professeur et dans le contexte scolaire, et pas dans de l'extrascolaire ou de l'animation dans le cadre de la prison. Nous, on est d'accord? Oui, ce qu'on voulait fournir, c'était il y avait 2 aspects à ce programme, c'est pour ça c'est là où il est vraiment pilote. C'est qu'à la fois, c'est une sorte de thérapie pour ces enfants-là, parce que les formes créatives ont démontré leur capacité à changer les gens quand ils s'y mettent. C'est thérapeutique pour la personne qui fait l'acte créatif, et à sortir des techniciens
d'un niveau assez avancé pour être prêt à un BPU, une formation de 2 ans, un truc comme ça, pour intégrer le circuit professionnel. Ça veut dire qu'on faisait le pas, on les préparait pour qu'ils intègrent une formation qui, elle, les professionnalisera au bout. Et du coup, ça pouvait vraiment aider à l'atterrissage après une période de... Oui, mais en vrai, on empiétait même sur les programmes de certains diplômes. Ça veut dire qu'on arrivait à des trucs techniques assez avancés, où j'avais des élèves qui maîtrisaient, que ce soit le montage en théorie, les écoles de montage ou les logiciels de 2 ou 3 softwares de montage. Ça veut dire qu'ils sortent avec des skills qui leur permettent d'intégrer directement. Pour moi, il y avait ceux qui étaient prêts pour la vie professionnelle. Bon, c'était important quand même que l'on comprenne bien le contexte. Nous allons donc avoir ce thème qui est le sens civique chez les jeunes. Et sous la forme de la question, existe-t-il ce sens civique? Alors pourquoi je me pose cette question? D'abord, en guise d'expérience personnelle, j'enseigne actuellement auprès de jeunes de CM2, 6e, 5e et 4e. Et j'ai été très surpris chez les CM2 et 6e, cette fois-ci, de me trouver face à des élèves qui considéraient et qui avaient bien vu que la citoyenneté n'était pas une obligation, mais ils devaient quand même, bien évidemment, entraîner un engagement. Et quand ils entendaient « c'est pas une obligation », ça veut dire « on n'a pas besoin ». Et on est arrivé à un débat jusqu'à on n'est pas français. Si on ne veut pas être français, on ne l'est pas. Et si on ne veut pas être citoyen, on ne l'est pas. Et c'est là où la distinction entre obligation et pas obligation n'était pas du tout comprise, quoi. Alors que c'est une véritable démarche progressive qui est en train de se confirmer par rapport à notre manière d'aborder la citoyenneté, puisque, bien évidemment, le service militaire, en 95, si je ne m'abuse, sous Chirac, va disparaître. 99. 99, voilà. 95, il passe, et 99, il fait trépasser, par contre, le service militaire. Et donc, il y a quelque chose qui entre dans cette dynamique qui est intéressante, cette question fondamentale, comment j'existe et je pratique. Alors, comment je suis citoyen et comment... Pardonnez cette expression entre guillemets, je fais citoyen, je pratique ma citoyenneté. Donc ça, c'était la première question. Et l'exemplarité des adultes en tant que démarche citoyenne, en Europe, un seul pays oblige tout le monde à voter, c'est la Belgique. Mais tous les autres pays, et notamment la France, nous donnent la possibilité d'avoir le droit au vote, mais nous tolérons tout à fait que la personne n'aille pas voter. Et du coup, il y a une non-responsabilité de l'acte civique d'aller voter. Que l'on vote rien, nul ou blanc, mais que l'on aille au moins faire la démarche de voter, est un acte civique témoin de l'extérieur et donc au regard des jeunes. Et donc des jeunes et des enfants qui voient donc les adultes voter ou pas voter, ça a vraiment une portée très différente. Voyez ? La deuxième chose aussi qui me fait poser cette question sur le sens de la citoyenneté chez les jeunes, c'est que nous avons, bien entendu, les médias s'en jouent avec grand plaisir. Les chaînes d'actualité continuent, en parlent énormément. Nous avons des faits divers qui sont de plus en plus mis en valeur et qui montrent un acte non citoyen de plus en plus présent. D'accord ? Et donc ça, c'est très, très embêtant. Notamment ce dernier témoignage, nous sommes fin mai 2023, et nous avons un jeune de 18 ans qui, sans émotion, nous explique qu'il a des contrats et qu'il exécute, c'est-à-dire il tue des gens pour 15 000, et en une semaine, il s'est fait 200 000. Donc on voit le nombre de personnes qui ont été exécutées. Et donc là, on se dit, mais où se trouve cet acte civique? Et où se trouve l'acte civique chez des jeunes qui sont mis en valeur actuellement dans leur comportement de délinquants? Donc, prison, école, armée. Plus de service militaire. Est-ce que l'attitude des jeunes qui rentrent dans l'armée aujourd'hui, il y a un sens civique et un sens de l'engagement comme on pouvait le autrefois, au vieux temps? Jadis. Jadis. Alors allez-y, Sophie. Moi, je suis rentrée en 98. Alors, étant une femme, j'ai fait la démarche pour faire mon service militaire. Et puis vous étiez à la mode. Ça n'était pas C'était génial, les femmes dans l'armée. C'était le tout début. Ouais. C'était le tout Donc début. vous n'étiez pas à la mode, vous étiez héroïque. Je n'irai pas jusque-là. Parmi toute la promotion d'élèves officiers de réserve, à l'époque, c'était les EOR.
Nous étions tous motivés, on avait envie d'intégrer cette institution, qui est pour nous l'institution par excellence. Et ça ne posait pas de problème. J'ai passé 12 ans dans l'armée, d'active, mais ensuite j'ai fait des périodes de réserve. J'ai vu effectivement qu'il y avait eu des changements, parce que l'armée connaît également, rencontre des problèmes identiques à ceux que l'on rencontre dans la société civile. Il y a des choses que l'on ne peut plus faire, que l'on ne peut plus dire lorsqu'on s'adresse notamment à un personnel féminin dans l'armée, alors qu'il y a 20 ans, ça ne posait pas de problème. Donc il y a eu du bon dans ces changements et il y a eu du moins bon. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont rentrés dans l'armée, mais en pensant qu'ils intégraient une industrie privée. Donc très loin du sens de l'engagement tel qu'on l'entend au sens militaire. Est-ce que c'est le fait que justement on a posé cet argument par rapport au service militaire qui était éliminé? On a dit, je me souviens très bien dans les années 99, donc 98-99, on disait bah, écoutez, on va être comme en Angleterre, ça sera vraiment des armées d'engagés, c'est professionnel, c'est une entreprise. Oui. Alors ça a peut-être joué, effectivement. Moi, je pense qu'on aurait dû maintenir le service militaire, peut-être pas en l'imposant, mais en tout cas en le maintenant pour des gens qui avaient juste envie de faire un service militaire, hein, pas forcément pour s'engager derrière. A contrario, j'ai vu des jeunes qui quittaient l'armée au bout de quelques mois ou d'un an ou deux parce qu'ils n'avaient pas trouvé la rigueur à laquelle ils s'attendaient. Des déçus. Oui, et je crois qu'il y a... Peut-être que ça n'est plus le cas, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu une bonne quinzaine d'années, justement après la suspension du service militaire, où il y a eu un moment de flottement, c'est-à-dire de la part des armées, de trouver à nouveau leur... là où il fallait mettre le curseur. Voilà, je veux dire ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire ne plus être trop strict, parce qu'il faut aussi s'adapter à la société civile, mais tout en maintenant des valeurs qui sont fortes, qui sont des piliers dans la marine, c'est honneur, valeur, patrie, discipline. Il y a le mot patrie quand même, enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et ça rejoint complètement la citoyenneté. Donc, il y a une perte, je pense, de Alors, il y a sens aussi citoyen. Comme un produit d'orientation ou de discernement. Par exemple, moi, je vois bien la génération de mes enfants. Il y en a certains qui disent en fin de lycée, si vraiment on loupe notre bac et tout, bah, je rentrerai dans l'armée. C'est au moins... Voilà, pendant 5 ans, j'ai le job assuré et éventuellement, je pourrais apprendre un métier. Un autre... Ce qui n'est pas faux, par ailleurs. Oui, mais donc en fait, c'est l'échappatoire, c'est bon, bah, je ne peux pas faire autre chose. Ça n'est plus une vocation. Exactement. Mais c'est le cas, je pense, pour d'autres métiers. Oui. Ce n'est pas uniquement valable pour l'armée. Si ce n'est que l'armée, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est plus qu'un engagement... c'est-à-dire que dès lors que l'on choisit de devenir militaire... On n'arrête pas d'être militaire à 17h30 ou à 19h quand on sort du travail. On est militaire H24, 7/7 toute l'année. Qu'est-ce qu'on dit alors justement à ces jeunes garçons qui vont aussi faire des écoles supérieures finalement par l'intermédiaire de Saint-Cyr ou d'autres écoles qui donnent et qui finalement en fait, savent enfin, très bien qu'ils seront ingénieurs ou chefs d'entreprise et certainement pas dans l'armée. Et on voit bien que pendant quelques années, ça a été un peu le cas. Beaucoup sont partis et ont quitté l'armée. Je n'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est quand même assez... Ça représente une minorité. C'est-à-dire que des jeunes qui font Saint-Cyr, Naval et l'école de l'air à Salon... Ils restent militaires. Ils restent militaires et la plupart restent militaires jusqu'à l'âge de la retraite. Et nous avons aussi des prestataires et des spécialités civiles qui rentrent dans les régiments et qui travaillent, du civil qui travaille dans l'armée. Oui, ce sont des civils de la défense. Alors, est-ce que ça ne court-circuite pas cette dimension vocationnelle de l'armée? Je ne pense pas, puisque ce sont des civils. On ne leur demande pas d'être corvéables à merci, tels que le sont ou doivent l'être les militaires. Mais ils n'existaient pas avant. Mais ils ne s'appelaient pas comme ça. Mais ils travaillaient souvent sur base, oui, quand même. Malgré tout. Et vous sentez que ça s'est beaucoup plus développé depuis ou c'est resté stable? Il y en a beaucoup. Je pense qu'ils en fait de plus en plus. Enfin, les armées font peut-être de plus en plus appel à des civils de la défense pour pallier à des manques. Il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a des métiers
pour lesquels on ne forme plus dans l'armée, pour lesquels on ne trouve pas les compétences. Donc, on préfère aller chercher des compétences sur étagère dans des entreprises civiles existantes et faire travailler ces gens-là. Le cursus a dû changer un peu au service de cette idée de la citoyenneté et de l'acte civique ou au service d'autre chose? Non, je crois que les valeurs qui sont prônées depuis le départ sont les mêmes. Elles sont peut-être vendues différemment. C'est peut-être là que ça pêche. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui partent déçus. Probablement, on leur vend peut-être du rêve et puis sur le terrain... Ça a toujours été un peu ça, tous les montages, Oui. là, les scénaristes là, que nous avons en face. Le beau légionnaire. Les films sont géniaux avec l'hélicoptère à la place de la caméra à la place de l'hélicoptère. Tout d'un coup, Les pubs sont très bien faites. Les pubs sont très bien faites. Belle propagande. Non, mais je crois que c'est pas pire dans l'armée qu'ailleurs. Je crois que ce problème lié à un manque de citoyenneté, ou tout du moins ce sentiment qui disparaît d'appartenance à une nation, il n'est pas spécifiquement militaire. Il se retrouve comme d'autres travers dans l'institution militaire. Mais voilà. On réagit ou pas face à ça? Bien sûr, toujours. On essaie de... En dialoguant. C'est ça. Voilà, jamais par la punition. Est-ce que le dialogue est présent dans les établissements scolaires quand un professeur commence à aborder des questions civiques? On peut l'espérer que le dialogue soit présent. Après, on sait bien que aujourd'hui, les questions civiques sont des questions qui peuvent être considérées comme des questions chaudes. Donc, tous les enseignants ne se sentent pas armés pour aller sur ces types de questions-là. Donc, et je crois qu'effectivement, ça ne serait pas forcément un service à rendre à des jeunes enseignants que de leur imposer d'aller sur des questions sur lesquelles ils ne sont pas forcément très à l'aise et qui vont les mettre en difficulté. Moi, je crois qu'il faut aussi laisser aux gens le temps de s'approprier un peu les choses. Un professeur d'histoire-géographie n'a pas, même si dans les programmes c'est le cas, nécessairement la formation pour pouvoir enseigner l'éducation civique dans tous les niveaux et avec tout ce qu'elle peut recouvrir. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un certain pragmatisme et qu'on fasse avec la population scolaire qu'on a et la population d'enseignants qu'on a. Qu'on se comprenne bien, finalement, il y a une problématique d'adaptation par rapport au contexte et au terrain et les personnes que l'on rencontre. Il est clair qu'un professeur qui va aborder une question, par exemple, dans le 9-3 à Sarcelles, civique, ou en prison, va se retrouver devant des réactions. Il va se retrouver avec des réactions de professeurs qui seront, des réactions de professeurs, d'élèves, pardon, qui vont être assez violentes, contestataires, revendicatrices, etc. Ils diront ouais, il faut nous laisser vivre. Moi, la citoyenneté, ça me fait rire. Mais finalement, quand vous allez à Versailles, vous allez avoir une insatisfaction de la pauvreté de l'appel à la citoyenneté, et que finalement. Ma foi, à l'ombre de Versailles et du château, il y a une certaine nostalgie qui s'installe et on peut dire jusqu'à dire, écoutez, je suis pas forcément d'accord. C'est dommage. Enfin, ça dépend de votre Versailles. Non, parce que Versailles aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 semaines, on a eu une manif royaliste. Une manif royaliste, pour moi, c'est pas un appel à la citoyenneté, ça va à l'encontre de la République. Hein. Ça veut dire la nostalgie. Oui, nostalgie à l'ombre du palais. Bah oui. On est d'accord. Non, mais ça veut dire que, en fait, donc du coup, ils sont pas plus clairs avec la citoyenneté et le sens civique. Pour moi, si je me permets, c'est que le manque de citoyenneté, il est dans tout le spectre social et politique, et ça s'explique pour moi d'une manière très simple. C'est que la citoyenneté, qu'on le veuille ou pas, on peut mystifier le truc, on peut l'agrandir, on peut faire des hyperboles, faire des poèmes, chanter la Marseillaise, on peut faire ce qu'on veut. C'est un deal, c'est un donnant-donnant, la citoyenneté. Et quand on est, et je parle de ceux qui ont 20 ans, même 30, quand on est dans un contexte où la courbe des priorités des différents gouvernements, elle commence à pencher de l'autre côté, ça veut dire qu'après le plein emploi, après les droits sociaux acquis, on commence au contraire à détaxer les riches, à la crise économique, la crise de l'emploi, et tout s'enchaîne dans une sorte de domino infernal où on va vers le pire scénario que l'humanité pouvait choisir.
bah, c'est normal que les personnes se désolidarisent de l'État. Mais le problème, c'est qu'ils ne se désolidarisent pas seulement de l'État, c'est la République ou l'appartenance Et même du qui pays. va avec. Et du voilà, c'est ça Ouais. le problème. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, moi, j'en veux pas à la personne qui dit qu'elle n'est pas française, je veux à la personne qui l'a fait détester la France. Je déteste pas la personne qui se dit... Et en fait, c'est un problème international. Hein. Aussi, il y a la mondialisation, il ne faut pas oublier. C'est que les gens ne sont plus confinés dans leur pays. Ça veut dire qu'on n'a plus cette vision de la France. Maintenant, la personne, elle passe plus de temps sur Internet qu'en France, réellement, que physiquement en France. Du coup, il y a une autre appartenance qui Et sur le plan des s'inscrit. politiques, il y est très probable que nous ayons différentes familles politiques. Et certaines sont, par exemple, de tendance européenne fédérale, qui est un marchepied à une idéologie politique mondialiste. D'accord ? Il y en a d'autres qui vont avoir très peur de cela et restent derrière leur forteresse. Comment dans ce mélange assez complexe, on peut éveiller finalement un esprit citoyen ? Quelle va être la spécificité de la citoyenneté française, d'abord ? Quelle est-elle ? Est-ce qu'elle existe ? Parce que quand on dit « il faut un acte civique », l'acte civique en tant que tel, il peut être vécu sous n'importe quel régime et sous n'importe quel pays. Mais je crois qu'il y a quand même des fondamentaux auxquels il faut être quand même un peu sensible. C'est le fait qu'il y a une culture, il y a une façon, un art de vivre, un art de vivre entre les gens auquel on peut adhérer assez facilement et qui permet, même si on a connu des situations difficiles, des situations de pauvreté, et on ne va pas nécessairement aller contre cette civilisation parce qu'on aura eu des difficultés sociales ou autres. Je pense qu'il faut bien faire comprendre à nos jeunes que le sens civique, c'est d'abord le sens du respect à la fois des autres et de l'endroit où on vit. Moi, j'insiste beaucoup auprès de mes élèves sur le fait qu'on peut être en désaccord complet, mais on se respecte. Et on respecte son environnement. Et toujours, vous ne mettez pas un coup de pied dans une chaise. Ça m'agace que vous mettiez un coup de pied dans une chaise, parce que vous ne respectez pas la chaise qui a été mise à votre disposition. Je crois que... alors moi, j'ajouterais que la responsabilité doit être initiée et éveillée. Je pense que dans un acte citoyen, s'il n'y a pas une responsabilité, puisqu'il y a obligé ou pas obligé, il y a ce choix. Et quand on dit choix, il y a de toute façon des renoncements. Ce n'est pas le renoncement à la liberté, c'est le renoncement à une frustration équilibrante et éducative. Ce sens civique est assez enseigné dans la pratique et encouragé dans la pratique pour les jeunes. Et dans l'éducation nationale, il y a déjà des pôles d'action qui sont proposés et en lien avec les institutions de l'exécutif, comme la mairie ou comme l'Assemblée nationale. Alors j'entends par une Assemblée nationale d'enfants et de jeunes qui vont même soumettre des projets de loi qui seront devant un conseil des ministres par des représentants enfants des différents ministères. Et donc le président de la République, très sérieusement, prend un temps et valide certaines choses qui vont être parlementées puis votées. Et puis nous avons également ce qui est très cher aux yeux et au cœur des maires, c'est le conseil municipal enfant. Et qui a une répercussion très forte pour des CE2, CM1, CM2, 6e. Ils vont jusqu'à la 6e en général. Et c'est très intéressant de voir comment l'enfant peut se mobiliser. Le deuxième grand cheval de bataille est cette fois-ci non pas seulement dans l'ordre local, mais est dans une mouvance de responsabilité mondialiste qu'on va dire cette fois-ci universelle, si vous permettez cette distinction, parce qu'elle a le souci de la Terre. Et donc c'est toute la campagne de l'écologie. Alors ça a commencé les années 80 et 90 par ramasser des papiers au bord d'une rivière, et puis aujourd'hui un vrai militantisme
qui est habité par des acteurs qui peuvent être mus par des grosses idéologies, qui peuvent parfois tomber dans des dérives, hein, on entend bien. Mais enfin, l'écologie n'est quand même pas dangereuse non plus. Donc, vous voyez, l'enfant est dans un engagement radical ou pas du tout. Comment, dans le quotidien, l'enfant, en ne tapant pas sur sa chaise, comment on peut justement l'initier? En prison, Tarek, il y a des choses que l'on réajuste dans le comportement, parce qu'on sait que dans les petites choses, l'acte général par la suite sera mieux. C'est un peu le nerf de la guerre, oui. En fait, les petites habitudes, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment on fait alors, justement, pour réinitier Enfin, non, on ne va quand même pas les réinitialiser non plus, non, mais pas avec des ordinateurs. Mais comment, justement, on éveille cela? En fait, il y a plein d'approches différentes. Ouais. Et moi, en fait, quand j'ai enseigné, j'avais un cours par semaine par prison. Et du coup, chaque semaine, je faisais 4-5 établissements différents. Et mon cours, il était hebdomadaire et je leur donnais du homework, du travail à faire à la maison. Et du coup, pas à la maison, mais en cellule. Oui, mais c'est bien. C'est très bien. On ne peut pas dire cell work. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, ça voulait dire que quand même il y avait une dimension de partage de maison. Il y a un truc où, et du coup, en fait, il y a autant ça dépendait souvent. C'est assez. Il n'y a pas encore un protocole universel pour ça. Du coup, ça dépendait un peu du directeur de la prison dans laquelle tu étais. D'accord. Et il y avait ceux qui étaient un peu plus fans du Pavlov, du coup. C'est le conditionnement, le brut. Pas violent dans le sens propre du terme, mais un peu pour imager le truc, mais vraiment le format carré. Psychologique. Tu as des indications partout, tu as des protocoles, mais genre parfois, lui-même, il te dit qu'il pousse extrêmement loin le protocole pour les habituer à suivre des ordres. Genre, je sais pas, tu prends ton assiette là, tu la mets là, puis tu la mets là, tu vois. Mais en fait, c'est juste pour que la personne apprenne à obéir. Et ça, franchement, ça prouvait ses limites. Et en fait, la personne, dès que tu la libères un peu, du coup, elle fout la pagaille. Et dès qu'elle sort, elle réitère et elle revient très vite en prison. D'ailleurs, moi, dès que j'avais quelqu'un qui allait sortir, je lui disais, j'espère que je te reverrai plus. Parce que le problème, c'est que les prisons, elles sont bondées de récidivistes, et même très jeunes. Et ça, c'est un grand problème. Et il y a ceux où c'est un peu plus subtil. Et en fait, c'est la prison, ce qui est bien, je ne pense pas que ça soit applicable à grande échelle, mais ce qui est bien, c'est que c'est un petit écosystème où rien ne bouge si tu ne le bouges pas toi-même. Et du coup, ça permet de montrer les conséquences des actes très pragmatiquement. Ça veut dire, ils leur donnent un ballon, ils ont un terrain, ils ont droit à 30 minutes par jour, je pense. Vous jouez, faites attention au ballon. Ils perdent le ballon, et il leur dit, j'achète un par mois. Ils perdent le ballon, c'est une faute collective. Ça veut dire que tout le monde va lui en vouloir pour ça. Et du coup, tout le monde, leur première semaine, s'ils sont un peu rebelles, un peu trop fougueux, ils font cette bêtise-là d'abîmer une chaise, d'abîmer un ballon. Mais en fait, dans la prison, tu peux leur dire ça ne changera pas avant le mois prochain. Et du coup, vu que c'est lui qui l'a cassé, c'est lui qui va passer tout le cours debout ou dans une chaise inconfortable ou sur un banc, un truc comme ça. Et après un mois, il lui ramène une chaise quand même. Elle n'est pas cruelle, tu vois. Il lui ramène la nouvelle chaise, mais cette fois, il fera attention. Et en fait, je pense que si ça sonne un peu réac, franchement, et ça ne me ressemble pas du tout. Mais en fait, je pense qu'il y a un côté gâté pourri. Il y a une éducation un peu gâté pourri où en fait, autant je suis pour l'éducation positive, autant je suis pour que on est en temps de paix, on n'est pas dans l'après-guerre. Les enfants, ils ont droit à un confort de vie meilleur, mais autant que les enfants ne soient pas confrontés aux conséquences de leurs actes. En fait, ça nous donne que, pardonnez-moi pour le terme, mais que de la merde à ramasser derrière. Et on voit très bien que les mouvements les plus radicaux et les plus violents dans les deux sens du spectre, mais principalement en tout cas statistiquement plus à droite où il y a plus de violence, en vrai, c'est plus des plus jeunes. Ça veut dire un mec d'un certain âge d'extrême droite, il a une idéologie politique. Maintenant, un mec ou une meuf d'extrême droite très jeune,
c'est quelqu'un qui est dans des groupuscules qui était responsable de 16 attentats l'année dernière. Les attentats islamistes aussi, c'est pas des vieux qui les font, c'est des plus jeunes. Et en fait, je pense que on gâte trop les enfants dans le sens où on ne les laisse pas subir les conséquences de leurs actes. Moi je viens d'une... D'où la raison pour laquelle on parlait tout à l'heure de responsabilité. C'est ça. De responsabilité, C'est c'est pour ça. Et il y a un vide aussi on parlait à une autre émission, si vous vous souvenez, de l'enseignement vertical. Bien évidemment qu'il faut donner des fondamentaux et des bases, mais il y a un moment donné où il y a une construction ensemble. C'est-à-dire que si on n'est pas, par exemple, dans la restitution, un acte civique, on l'apprend, on le restitue, et s'il n'a pas été bon, on lui dit il n'est pas bon, il corrige et on confirme cette correction. Maintenant, il y a une répercussion actuellement qui est assez impressionnante de l'impact par les réseaux sociaux et par les médias, l'impact de fascination globale d'actes qui sont inciviques. C'est-à-dire qu'on donne trop d'importance à On les glorifie même. Soit on le glorifie, on le trouve formidable, soit on le commande pendant des semaines. Oui. C'est exactement comme dans l'éducation, si vous dites pendant un quart d'heure les choses qui ne vont pas, la semaine prochaine, les choses qui n'allaient pas continuent à ne pas aller. Par contre, si pendant 5 minutes ou 2 minutes, de manière très claire, c'est inacceptable, on l'a dit, mais par contre, on a repéré dans la semaine, et on va le dire pendant 10 minutes ou un quart d'heure, que là, peut-être sans le vouloir, ils ont fait un acte réparateur, ou alors ils l'ont fait et on l'a repéré, et on les félicite pendant un quart d'heure. La semaine suivante, nous avons 20 actes bons qui sont posés. C'est pragmatique, et donc je pense que nous rendons autant service à des actes inciviques en parlant pendant des semaines, et en faisant la une des médias, que à l'encourager et à lui dire c'est vachement bien, on est pour. Parce que le pays est un pays de merde, ou je ne sais quoi. Voyez ? Oui. Mais je crois que ça, c'est vraiment un problème avec les réseaux sociaux. Oui. C'est cette diffusion de l'incivilité. C'est-à-dire que c'est une gloire et on va avoir plus de suiveurs, etc., si on a commis un acte et qu'on a réussi à le filmer, qu'on a réussi à le... Mais je pense que ça n'apporte strictement rien et que là, il y a une déresponsabilisation qui est vraiment embêtante pour l'avenir. Est-ce qu'on sent, par exemple, dans une... Vous avez travaillé 4 ans là-dedans. 3 ans. 3 ans, pardon. Décidément, je veux absolument que vous travailliez 4 ans. Et je trouve, Tarek, est-ce que vous avez déjà vu, vous, une évolution de la fierté d'un acte incivique ? Oui, Vous avez vu que c'était pas bon ? Ça continuait à s'accentuer ? En fait... Un orgueil mal placé. Oui, en fait, autant... parce qu'en plus, moi, j'ai enseigné dans la période où il y avait un peu la transition réseaux sociaux. Ça veut dire que j'ai enseigné de 2014-2015 à 2017-2018. Et en fait, c'était vraiment la période où ça se démocratisait chez les plus jeunes d'une manière exponentielle. Ouais. Et en fait, j'avais des récidivistes qui, le premier acte, ils l'ont fait par une mauvaise gestion de la colère ou par un appât de gain ou quelque chose, et qui, le dernier, ils l'ont fait pour la gloire. C'est-à-dire, la dernière fois où je les ai enseignés, ils l'ont fait par la gloire. Et il faut dire que aussi, il y a... je ne vais pas casser du sucre sur ce qu'on appelle les sous-cultures. Ça veut dire que le rap, ça me parle énormément. J'aime beaucoup le rap. Mais le rap qui est glorifié, qui est transmis tout le temps, c'est un rap qui glorifie un peu la délinquance, il faut dire les choses, parce qu'on oublie, ça nous paraît drôle, ça nous peut paraître anecdotique, mais c'est un rap qui prône la délinquance. Et en fait... Henri de Lesquen ? Non. 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 Mais par exemple, Vlad. On me dit ça dans le... Kalash criminel. Moi, je ne connais pas Henri de Lesquen. Donc... Kalash criminel. Ah oui, d'accord. Et c'est dans le nom du rappeur même. Ouais. Et en fait, c'est devenu, je dirais même plus que glorifiant, c'est devenu un acte virilisant. C'est pour ça que c'est plus des hommes qui font les choses. Parce qu'en fait, c'était un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, dans le sens c'est où... Alors, c'est ce qui se passe à Espérance Banlieue, qui est une grande fondation d'écoles hors contrat qui s'installe que dans la banlieue. L'idée originelle, c'est de faire la contre-offensive des clans et de la fierté de celui qui sort de prison, qui a dit, voilà, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 mois, etc., donc je vais monter en grade. On les met sous forme de Baden-Powell, c'est-à-dire l'équipe scout, etc.
on les met finalement dans un... Ça leur donne leur ticket. Ouais. En fait, c'est très étonnant. Ils forment un clan, mais ils n'appartiennent pas au clan par un acte incivique, mais par un acte civique. Et donc, ils vont s'améliorer et rentrer en responsabilité et en service. Plus je suis gradé, quelque part, plus je suis âgé, plus je vais servir les petits. Et pas plus je vais utiliser les petits. Ouais. Et donc, il y a eu une vraie révolution des mentalités dans les quartiers où les écoles s'installent. Et il y a une réussite, quoi. Ça porte ses fruits. Moi, en fait, je suis un fervent admirateur et défenseur de ce qu'on appelle en fait, c'est un peu dans le même sens, de la pédagogie positive. Dans un sens où, en fait, et d'ailleurs, je me prenais souvent la tête avec un de mes collègues qui, lui, était assez moralisateur avec eux, qui était plus dans un registre, il était assez religieux comme personne, il était plus dans un registre religieux, genre, vous devriez avoir honte, alors que moi, je leur dis, bah, en vrai, ouais, t'as fait ça, mais tu vaux mieux, t'es plus intelligent. Ça sert à rien, ça. Tu peux faire 10 fois plus de fric si tu attends genre 6 mois de formation, tu vois. Et il faut pas oublier que, en fait, il y a aussi un aspect qu'on oublie, c'est que quelqu'un qui fait, genre, un exemple bien concret, les 3 jeunes hommes qui ont fait le petit rodéo dans un centre commercial, qui ont mis en péril adultes et enfants. Et les autres. Et surtout, eux-mêmes, qu'ils se cassent la gueule, ils sont adultes. Les adultes qui se cassent la gueule, ils ne devraient pas, ils font juste leurs courses. Mais ça, pour moi, ça reste moins dramatique qu'un enfant dans un centre commercial, tu ne le tiens pas par la main, il peut se balader un peu. Ça veut dire que c'était hyper dangereux. Oui. Et il est attiré par le sang et tout, c'était hyper dangereux. Et du coup, ces personnes-là, après, il faut voir. Le nombre de vues, il a explosé sur le réseau. Ça veut dire qu'ils se font de l'argent, concrètement. Ils se font du 5 000 par mois. Ouais. C'est là qu'il faudrait inverser la tendance, justement. Et au lieu de montrer tout le temps des images comme ça, il faudrait montrer des images positives, des choses qui mettent notre pays en valeur, des actions des gens qui font des choses très très bien. Ça peut être la recherche, la science, l'éducation, le jardinage, l'artisanat, qu'importe. Et là, on redonnerait du sens, parce que tout à l'heure, vous disiez, à juste titre, vous avez parlé justement des changements climatiques, de l'écologie, etc. Or, aujourd'hui, on entend beaucoup plus de gens dire « je suis citoyen du monde ». C'est ça. Très bien, grand bien leur face, mais avant d'être citoyen du monde, c'est bien d'être citoyen de son propre environnement. De sa commune. C'est là aussi qu'on est dans une espèce d'antinomie, mais ça c'est très français, hein. On est un peuple régicide, hein, donc on le sait bien. On sait tout et son contraire, mais je pense que ça peut être un levier d'action que d'expliquer, de montrer aux tout petits, tu vois, ça, voilà, nos Auvergne ont fait tel fromage, et puis dans l'Est... Mais oui, mais Jean-Claude Pernaut a eu un mal fou à faire son trésor, et c'est resté un trésor des vieux. Oui, et pourtant, c'est cette politique-là. Moi, j'ai été, à un moment donné, animateur de radio, sur un endroit un peu local, etc., dans le Maine-et-Loire et dans la Mayenne. Voilà, ça s'appelait à l'époque Radio Haute-Angevine. Bien. Et j'étais donc au matinal, je faisais le journal. Et j'avais pris une décision de faire seulement un tiers, mais j'avais mis un tiers de choses positives. Il y a eu des lettres de réclamation disant « c'est trop mignon, c'est trop gentil, on nous ment, il y a des choses qu'on nous cache ». On s'en fiche de... Voilà, c'est inintéressant ce journal, il faut arrêter ça et tout. Et puis j'ai fait vraiment, j'ai trouvé quelque chose de super glauque. On a retrouvé un bras de bébé dans une décharge, dans un patelin juste à côté. J'ai fait une description de 1 demi-heure. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu des félicitations. Non. Voilà. Oui, alors j'ai eu des félicitations. Donc, on a aussi. C'est l'amour du funèbre. On a aussi l'actualité que l'on réclame. On a l'actualité qu'on réclame. Dites-moi, Sophie, le trou, ça existe toujours dans l'armée? Parce que c'était un réveil civique, ça, hein, le trou. Alors, je ne pense pas, puisque le trou, c'était essentiellement pour les gens qui faisaient leur service militaire. Non, très honnêtement, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais je ne pense pas. Il y a des mises à pied. Tu as été au trou, toi, Yann? Non, moi, je n'ai pas fait de service militaire. Ah oui, t'es comme moi, on est exemptés. Non, mais... Je n'ai pas été au trou. Oui, non, je crois que c'était très, très lié au service militaire, bien évidemment. Ouais.
Et puis, je pense que la sanction n'est pas la solution à tout. Ça peut l'être, mais c'est pas la solution. Mais vous savez, les pays avec le plus bas taux de criminalité et qui, dans les pratiques quotidiennes, comme le Japon, par exemple, ou certains pays nordiques, on voit que c'est très civique dans les pratiques quotidiennes, c'est les pays qui ont un peu remis en question cette... je vais être un peu trop philosophique peut-être, mais... En tout cas, provocateur, c'est une évidence. Il va nous dire qu'on n'a pas besoin de prison, c'est ça? Ou en quelque sorte, moi j'y étais et ça n'a pas prouvé son efficacité. Et en fait, je pense que ça découle directement d'une logique un peu monothéiste, la logique de la punition, une logique punitive, alors qu'en vrai, mis à part des cas extrêmes où en fait, c'est pas pour punir, mais il faut vraiment isoler cette partie de la population. Le reste de la population. Je pense que en fait, les Yakuza, c'est une success story au Japon. C'est vraiment, ils ont été reconvertis, ils sont dans la vie civile, ils ont encore leur petite magouille, ils sont toujours dans des zones grises, mais à zéro violence. Ils nuisent plus à la population, leur magouille, c'est entre eux l'État. Et tous les Yakuza, l'une des mafias les plus violentes et les plus grandes de l'histoire. Mais avec un vrai code d'honneur. Ouais. Mais oui, mais finalement. Le code d'honneur de Paring. Non, mais là, c'est plus la culture japonaise liée aux samouraïs. Pareil, je pense, j'ai oublié quel pays nordique, mais ils sont obligés de fermer des prisons. Non, mais moi, parce qu'en fait, je suis désolé si je te coupe, mais ils ont enlevé toutes les punitions de prison pour tout ce qui n'est pas meurtre, viol et violence aggravée. Et tout le reste, c'est service d'intérêt général. Mais attention, c'est pas le truc où tu vas faire 2 heures à faire le stop, là. Non, c'est vraiment un truc à te faire haïr ce que tu as fait. Et très surveillé, et on t'oblige à le faire. On vient te chercher à la maison, si t'es pas là, on vient te chercher là où tu es, et tu vas faire tes 8 heures au soleil. Et surtout, on est actif dans ces cas-là. Je pense que le problème dans les prisons, dans des centres de redressement ou autres, c'est que les gens ne sont pas occupés. Ça apprend la sédentarité. En fait. Et ça, c'est terrible. Dans les prisons, c'est terrible. Catastrophe. Et il y a aussi l'idée de la responsabilité. On en a parlé déjà plusieurs fois, mais je pense qu'une punition, c'est un réveil si la personne n'est pas consciente de ce qu'elle a fait. Oui, quelle punition? Voilà, c'est une punition et une punition accompagnée et qui est dans le contexte de la faute. Alors, il a poussé un cri dans les escaliers. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait en poussant le cri dans l'escalier avec l'école, etc. Tu as embêté tout le monde, etc. Oh non, je ne comprends pas. Bon, alors on va dans l'escalier et on va balayer sans faire de bruit pour embêter personne. Et je balaye avec lui. Et quand il a compris, alors après, on peut passer à la deuxième punition, c'est-à-dire la réparation. Comment te fais-tu? Je vais aller m'excuser. Je vais m'excuser auprès de la personne, sincèrement, parce que maintenant je sais ce que ça veut dire que d'être dans le silence. Et ma réparation, ça sera d'aider plusieurs groupes pendant une journée à se taire dans les escaliers. Et l'affaire est faite. Et donc tout est lié. Et on ne va pas construire des prisons pour se débarrasser des gens qui ne vont pas bien dans la rue, mais pour faire en sorte que ces gens qui ont une intelligence incroyable de foutre le bordel, si vous voulez bien me permettre cette expression, ça veut dire qu'ils sont suffisamment intelligents pour faire quelque chose de super. Ah oui, complètement. Voilà. C'est ce que je dis toujours, moi, les élèves les plus insupportables. Je dis, maintenant, ça y est, j'ai compris, vous êtes très futés, alors maintenant, on va utiliser votre intelligence à bon escient. Non, mais par exemple, il y a des élèves où, par exemple, ils agacent d'une manière ou d'une autre leurs collègues. Ce que je leur fais faire, je leur dis, bon, là, tu as fait quelque chose de mauvais pour la communauté, et je leur sors la grande caisse de tout petits Lego, où il y a aussi des pièces d'échecs, des trucs qui sont rentrés dedans. Oui. Là, sa personne veut le faire. C'est agaçant. Vu que tu as agacé les autres, tu vas prendre une partie de l'agacement qu'ils peuvent eux subir, et tu vas faire un truc bien pour la communauté. Et ils sont obligés de trier une grosse caisse comme ça pendant 40 ans. En plus, souvent, les personnes qui font un peu... C'est des personnes hyper dynamiques, qui adorent bouger. Du coup, rester là à trier les petits Legos, ah là là, j'avoue que j'y prends un petit plaisir malsain. Parfois, surtout si eux, ils m'ont agacé, moi, énormément. Parce qu'il y a des enfants, moi, l'innocence de l'enfance, je ne sais pas d'où il la ramène. Il y a des enfants, ils sont futés. Mais lui, je me rappelle, j'ai vraiment un élève en tête, et lui, il va finir avocat ou politicien. Mais ce sont les plus insupportables deviennent chefs d'établissement. Alors, on va vous laisser, mais on va vous retrouver avec d'autres invités, mais je vous garde, d'accord? Et on se retrouve dans d'autres émissions. N'hésitez pas à faire vos commentaires, likez, abonnez-vous, partagez surtout. À très vite.